Quand mon mari est mort, je n'ai pas mentionné l'héritage qu'il m'a laissé, ni la ferme de lavande en France que je m'étais achetée. Une semaine plus tard, ma fille a appelé avec des ordres clairs, fais tes valises, la maison est vendue. J'ai souri. J'avais déjà fait mes valises. Mais pas pour la Well. La pile de factures sur le comptoir de ma cuisine n'avait pas été touchée. Depuis 3 jours, quand ma fille a finalement appelé, pour me dire comment vivre le reste de ma vie. Elle n'avait aucune idée que j'avais déjà signé les papiers. Pour une ferme de lavande en Provence, la semaine précédant les funérailles de son père. Je suis tellement heureuse que vous soyez ici avec moi aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. J'adorerais le savoir. Je me tenais devant l'évier, en train de rincer ma 2e tasse de café, quand le téléphone a sonné. À travers la fenêtre, je pouvais voir le vieux chêne dans le jardin. Celui que mon défunt mari, Gérald, menaçait d'abattre chaque automne depuis 31 ans, à cause des feuilles, mais qu'il n'a jamais coupé. La lumière du matin filtrait à travers ces branches nues de novembre, projetant de longues ombres sur la pelouse, que Gérald ne ratellerait plus jamais. Mère. La voix de ma fille a brisé le silence. Elle m'appelait toujours « mère ». Quand elle voulait quelque chose. Maman, quand elle était en colère. Petite. Maman, quand elle avait 14 ans, et qu'elle avait besoin de $20. Nous devons avoir une conversation sérieuse. Je me suis essuyé les mains lentement, sur le torchon. À 68 ans, mes mains me surprenaient encore, dans les miroirs et les reflets. L'alliance n'était plus là, rangée dans la boîte à bijoux de Gérald, à côté de ses boutons de manchette. Mais la bande de peau pâle, où elle avait vécu pendant plus de 3 décennies, semblait encore sensible. Bonjour à toi aussi, Amanda. Ne sois pas comme ça. J'ai essayé de te joindre toute la semaine. Michael et moi avons discuté, et nous pensons qu'il est temps de nous asseoir, et de prendre des décisions. Concernant ton avenir. Mon avenir, comme si j'étais un projet de construction. En attente de permis. Ah bon? Mère, la maison est trop grande. Nous le savons tous. 4 chambres, cette immense cour, tous ces escaliers, sans parler des factures médicales de papa. Je veux dire, je ne veux même pas penser à ce que tu dois affronter financièrement en ce moment. J'ai laissé le silence s'étirer. Dehors, un cardinal s'est posé sur la mangeoire, que Gérald avait construite à partir d'un kit, que notre petit-fils lui avait offert pour la fête des pères. Amanda se moquait souvent de cette mangeoire. Elle disait que ça ressemblait à un bricolage d'école maternelle. Gérald, lui, l'avait adoré. Quoi qu'il en soit. Mes finances vont très bien. Amanda, a dit Michael, et moi avons parlé à une agente immobilière. Jessica. Tu te souviens d'elle? Elle s'est occupée de la propriété des Patterson, au printemps dernier. Elle pense que nous pourrions facilement la mettre en vente. À 425 000, peut-être plus, selon le marché. Cela te donnerait assez, pour vivre très confortablement dans cette résidence pour seniors près de la route 12. Celle avec les jolis sentiers de promenade. Je me suis dirigé vers la table de la cuisine, et je me suis assise sur la chaise que Gérald occupait chaque matin, pour le petit déjeuner. Le coussin en vinyle était encore légèrement aplati, épousant sa forme, comme si la maison elle-même refusait d'oublier. Vous avez parlé à une agente immobilière de ma maison, et des options? Je lui ai parlé des options. Et Michael pense. Et bien, nous pensons tous les deux, qu'avec ce qu'il restera une fois que tu seras installé, il serait logique de nous aider un peu. Tu sais, les frais de scolarité de Ryan à Cornell nous ruinent, et l'entreprise de Michael ne s'est pas complètement remise de la pandémie. Tu as toujours dit que tu voulais aider les petits-enfants. Ce serait une façon d'aider. Aider?
Le mot est resté suspendu dans l'air, comme une odeur de brûlé. Ton père est parti depuis 5 semaines, Amanda. Je sais, mère, et je suis désolé pour le timing, mais ces décisions ne peuvent pas attendre. Le marché pourrait basculer. Les taux d'intérêt grimpent. Jessica a dit que, si nous attendons le printemps, nous pourrions perdre 15. Peut-être 20 000 $. J'ai pensé au dossier dans le tiroir verrouillé, du bureau de Gérald. Celui que j'avais trouvé, en cherchant ses papiers d'anciens combattants. Celui contenant l'acte de propriété de 32 acres de champs de lavande, dans la vallée du Luberon, à 2 heures de Marseille. Une ferme en pierre, avec des volets bleus, que j'avais pris l'avion pour aller voir seul, en avril dernier. Pendant que Gérald était encore à l'hôpital. Je lui avais dit, que j'allais rendre visite à ma cousine à Boston. Il m'avait souri depuis son lit, et m'avait dit, amuse-toi bien, chérie. Et j'avais embrassé son front, goûtant la sécheresse de sa peau, semblable à du papier. Et j'étais parti en France, et j'avais acheté une ferme. Pas Gérald. Moi. Avec l'héritage de ma mère, que j'avais discrètement investi pendant 26 ans, avec l'argent de ma propre pension d'infirmière praticienne au Merci Général, et avec le petit fonds en fiducie que ma tante Constance m'avait laissé, dont personne dans cette famille ne soupçonnait l'existence, parce que je ne le leur avais jamais dit. J'y réfléchirai, ai-je dit. Mère, il n'y a pas à réfléchir. C'est la suite. Logique, et honnêtement, ce serait bien pour toi. Tu ne devrais pas errer seul. Dans cette grande maison. Ce n'est pas sain. La mère de Michael est entrée dans la résidence de Willow Creek après la mort de son père, et elle s'est épanouie. Épanouie, mère. J'ai répété, j'y réfléchirai. Ne prends pas trop de temps. Jessica est disponible mardi, pour faire la visite d'évaluation. Au revoir, Amanda. J'ai posé le téléphone sur la table, et j'ai regardé le cardinal. Il était toujours là, en train de casser des graines de tournesol, dans son petit bec rouge. Gérald avait l'habitude de raconter ce qu'il imaginait, que les oiseaux se disaient entre eux. Il prenait des voix ridicules, inventait des personnalités différentes. Cela rendait Amanda folle, quand elle était adolescente. Papa, personne ne parle aux oiseaux. Mais les petits-enfants avaient adoré cela, avant de grandir, et de commencer à avoir honte de nous. Je me suis levé. J'ai marché jusqu'au bureau de Gérald. J'ai déverrouillé le tiroir du bas de son bureau, et j'ai sorti le dossier, marqué « Provence » de ma propre écriture. L'acte de propriété, les reçus de virement bancaire, les photographies de la ferme, que j'avais prises en avril. L'une d'elles me montrait debout sur le pas de la porte, dans mes vêtements de voyage. Elle avait été prise par la femme néerlandaise qui possédait la propriété, et qui me l'avait vendue pour moins que le prix demandé, parce qu'elle m'avait dit, dans son anglais appliqué, qu'elle aimait bien mon visage. Vous avez le visage de quelqu'un, qui aimera cet endroit comme il se doit. Sous l'acte de propriété, se trouvait une lettre que je m'étais écrite, il y a 6 mois. Le jour où j'ai signé les papiers d'achat, par coursier, depuis le salon des familles de l'hôpital. Je l'ai déplié avec des doigts qui tremblaient à peine, adressé à celle que je serais, après le départ de Gérald. Tu as acheté cette ferme avec ton propre argent, parce que tu savais. Tu savais que, lorsqu'il mourrait, il viendrait pour toi. Pas tous, mais Amanda le ferait, et peut-être Michael, aussi. Et il déguiserait cela avec de l'inquiétude, de la logique et des valeurs familiales, et ils essaieraient de te placer dans un endroit exigu, un endroit qu'ils pourraient visiter 2 fois par an, selon leurs propres conditions. Tu as refusé de laisser cela se produire. Tu t'es souvenu de qui tu étais, avant d'être la femme de quelqu'un, et la mère de quelqu'un. Tu t'es souvenu de la jeune fille qui voulait voir le monde, avant que la vie
ne se mette en travers de son chemin. Tu as acheté une ferme dans le pays où ta grand-mère Rosalin est née, dans cette vallée qu'elle avait l'habitude de te décrire, quand tu avais 7 ans et que tu étais malade de la scarlatine, alors qu'elle s'asseyait près de ton lit, et te parlait des champs violets, qui sentaient le paradis. Va à la ferme. Ne t'excuse pas. Ne te justifie pas. Tu dois ton amour à ces enfants. Tu ne leur dois pas ta propre disparition, avec tout l'acier que tu as forgé en toi-même, pendant 67 ans. J'ai plié la lettre, et je l'ai remise dans le dossier. Mes mains étaient parfaitement stables. Je suis allé dans la cuisine, et j'ai fait une liste. À midi, j'avais appelé mon avocate, une femme nommée Deline Arsenault, que Gérald avait choisie 12 ans plus tôt, précisément parce qu'il disait, elle ne tolère aucune absurdité, et je ne veux pas que tu aies affaire à des absurdités, quand je serai parti. Elle a confirmé ce que je savais déjà. Tout était à mon nom. La maison, les comptes de courtage, la ferme en France. Gérald m'avait tout transféré, dans une fiducie révocable conjointe, lors de son premier diagnostic, et l'assurance vie avait été payée sans problème, il y a 2 semaines. Vos enfants n'ont aucun droit légal sur tout cela, a dit Deline. Je sais que vous le savez, mais je veux le dire à voix haute. Amanda a prévu la visite d'une agente immobilière pour mardi. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis Deline a ri. Ce n'était pas un rire bienveillant. Non, elle n'a rien prévu. Elle a simplement l'audace d'en imaginer une. Il y a une différence significative. Comment puis-je l'arrêter? Vous lui dites non. Et si elle pénètre quand même sur votre propriété? Avec cette agente immobilière, vous appelez la police. Je vais rédiger une lettre cet après-midi, pour officialiser votre position. Voulez-vous que j'envoie des copies, à vos 2 enfants? Oui, s'il vous plaît, ai-je répondu. Après avoir raccroché, j'ai appelé Delta Airlines. L'agent était un jeune homme nommé Terence, qui parlait avec un doux accent de Louisiane, et qui m'appelait « Madame » d'une manière qui ne semblait pas du tout condescendante. Un aller simple pour Marseille, Madame? Un aller simple. Mercredi prochain, si possible. Oui, Madame. Nous avons quelques options. Vous voyagez pour les affaires, ou pour le plaisir? J'ai réfléchi à la question. Je déménage. Eh bien, félicitations, Madame. C'est une grande étape, à n'importe quel âge. Laissez-moi vous trouver le meilleur siège dans l'avion. J'ai passé le reste de cette journée, et les 3 qui ont suivi, dans un état que je ne peux décrire que comme une fureur sereine. Je me suis déplacé dans la maison, en prenant des décisions. Ceci irait aux petits-enfants. Cela serait donné. Ceci serait expédié. Cela serait vendu. J'ai soigneusement emballé les vêtements de Gérald dans des cartons, pour la friperie des anciens combattants. À l'exception de sa chemise en flanelle préférée, la bleue et grise, que j'ai pliée dans ma valise. J'ai laissé ses livres sur les étagères. La maison resterait intacte. Je l'avais déjà décidé. Je ne la vendrai pas sous la pression. Je la louerai, par l'intermédiaire d'une société de gestion, à une famille qui en aurait besoin. Et je reviendrai un jour, peut-être, quand je serai prête à affronter ce qu'elle contenait. Mais je ne la remettrai pas à l'agente immobilière d'Amanda, pour que ma propre fille puisse extraire le prix des études de son fils, à partir des fondations même de mon mariage. Mon fils, Michael, a appelé dimanche soir. Michael avait toujours été le plus doux des 2, celui qui pleurait pendant les films tristes, et qui essayait de le cacher. Quelque part en cours de route, il avait épousé une femme nommée Teresa, qui ne croyait pas en la douceur, et il s'était progressivement endurci pour s'accorder à elle. Mais il y avait encore des moments où l'ancien Michael refaisait surface.
Généralement lors d'appels téléphoniques, après 22 heures, quand Teresa était endormie. Maman. Il avait l'air fatigué. Amanda m'a dit qu'elle t'avait parlé. En effet. Es-tu en colère contre elle? Je ne suis pas en colère, Michael. Je suis lucide. C'est pire que d'être en colère. Honnêtement. Écoute, je sais qu'Amanda y est allée un peu fort. Elle fait souvent ça. Mais elle n'a pas tort surtout. La maison demande beaucoup d'entretien, et nous inquiétons pour toi. Vraiment? Qu'est-ce que cela veut dire, Michael? Ah. Quand remonte la dernière fois où tu as conduit pendant 4 heures pour venir ici? Rendre visite à ton père pendant qu'il se mourait? Le silence à l'autre bout de la ligne était si total, que je pouvais entendre l'horloge faire tic-tac. Dans sa cuisine. Ce n'est pas juste, maman, n'est-ce pas? J'avais du travail. Teresa devait gérer l'emploi du temps des jumeaux. Tu sais comment c'est. Je sais très bien comment c'est. C'est exactement ce que je veux dire. Vous avez des vies bien remplies, des vies occupées. Je respecte cela. Je ne vous demanderai jamais de les réorganiser pour moi. Alors, je trouve fascinant que ta sœur ait toi ayez soudainement trouvé le temps pour réorganiser la mienne. Maman. Je pars mercredi prochain, Michael. Tu pars? Tu pars où? En France. J'y ai acheté une ferme, il y a 6 mois. Ton père ne le savait pas. Personne ne le savait. Je l'ai payé avec mes propres économies, mon héritage de ta grand-mère, et ma pension. C'est dans un village appelé Roussillon, dans le sud. Je vais vivre là-bas. Il n'a pas parlé pendant un long moment. Quand il l'a fait, sa voix était différente, plus petite. L'ancien Michael. Tu as acheté une ferme, une ferme. De lavande? 32 acres, une maison en pierre datant de 1847. La femme qui me l'a vendu dit que la cuisine reçoit la lumière du matin. Maman, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que je savais ce qui se passerait, si je le faisais. Ta sœur aurait tout ramené à elle. Tu aurais essayé de m'en dissuader en douceur, ce qui est ta façon à toi, de tout ramener. À toi. Ton père aurait voulu venir avec moi, mais il n'allait pas assez bien. Et cela m'aurait brisé le cœur de le voir essayer. Alors, je l'ai gardé pour moi. C'était la première chose que je gardais rien que pour moi, depuis l'âge de 23 ans. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, mon chéri. Je te le dis parce que tu es mon fils, que je t'aime, et que je veux que tu l'entendes de moi, et non de la part d'Amanda, après qu'elle en ait fait sa propre version. Est-ce que tu reviendras pour les fêtes? Pour les anniversaires des jumeaux? Je ne sais pas. Peut-être. Quand je serai prête. Et seulement si les visites ont pour but de nous voir, et non d'essayer de me convaincre, d'être quelqu'un de plus petit que ce que je suis. Il est resté silencieux à nouveau. Puis il a dit très doucement, je crois que je comprends. Merci, Michael. Je suis désolé pour papa. Je sais que tu le es. Je suis désolé de ne pas être venu plus souvent. Je sais cela. Aussi. Après avoir raccroché, je suis resté un long moment devant la fenêtre de la cuisine. Le cardinal était parti. Le chêne se dressait dans son honnêteté nue de novembre, ne pleurant ni ne se réjouissant, étant simplement ce qu'il était. Amanda est venue à la maison à l'improviste, le lundi soir, avec son agente immobilière, Jessica. Une femme mince, vêtue d'un blazer de couleur crème, qui serrait un porte-bloc, et qui donnait l'impression de vouloir désespérément être ailleurs. J'ai ouvert la porte, en portant mon beau pull bleu, et un rouge à lèvres que je n'avais pas mis, depuis le dernier anniversaire de mariage de Gérald. Bonjour.
Amanda. Jessica, je présume. Jessica a ouvert la bouche. Amanda lui a coupé la parole. Mère, nous en avons parlé. Je t'avais dit mardi, mais je l'ai avancé, à cause de l'emploi du temps de Jessica. Amanda, entre un instant. Jessica, vous allez devoir attendre dans la voiture. Quelque chose dans ma voix les a arrêtés toutes les deux. Amanda a cligné des yeux. Jessica m'a regardé, a regardé Amanda, a regardé sa voiture, et a pris ce dont je suis certaine, était la meilleure décision de sa vie professionnelle. Elle a reculé dans les marches du Porsche, avec un petit signe de la main, en guise d'excuse. Amanda est entrée dans le vestibule. J'ai fermé la porte. Mère, que se passe-t-il? Viens dans le salon, ma chérie. J'ai besoin que tu t'assoies. Elle s'est assise sur le bord du canapé, que Gérald et moi avions acheté en 1993, quand nous avions refait la décoration, après le départ de Michael pour l'université. Je suis resté debout. C'était une décision que j'avais prise un peu plus tôt. Être assis vous place en position de désavantage lorsque quelqu'un essaie de vous contrôler. Amanda, la maison n'est pas à vendre. Elle ne sera jamais à vendre, tant que je serai en vie. Mercredi, je m'envole pour la France, où je possède une propriété, que j'ai achetée avec mon propre argent, il y a plusieurs mois. J'ai l'intention d'y vivre. La maison d'ici sera louée à une famille, par l'intermédiaire d'une société de gestion. Michael et toi n'êtes pas, et n'avez jamais été, les bénéficiaires d'aucun bien immobilier dans cette famille. C'est une décision que ton père et moi avons prise ensemble, il y a de nombreuses années, pour des raisons qui, je l'espère, deviendront claires pour toi avec le temps. Son visage a fait quelque chose, que je ne lui avais jamais vu faire auparavant. Il a semblé glisser, comme de la peinture fraîche. De quoi parles-tu? Je parle du fait que je t'aime, mais que je ne serai pas ta solution. L'entreprise de ton mari n'est pas de ma responsabilité. Les frais de scolarité de Ryan ne sont pas de ma responsabilité. Tes choix financiers ne sont pas de ma responsabilité. Tu es ma mère. Oui, je suis ta mère. Je ne suis pas ta banque. Je ne suis pas ta police d'assurance. Je ne suis pas ton plan de retraite. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Papa vient de mourir. Papa vient de mourir, ai-je répété. Et tu m'as appelé un mardi matin, pour me dire de vendre sa maison, afin de payer l'université de ton fils. Ce n'est pas ce que je... Elle s'est arrêtée. Sa bouche a tremblé. Pendant un instant. J'ai cru voir la petite fille qu'elle était à 7 ans. Celle qui rampait dans mon lit, pendant les orages. Mais ensuite, sa mâchoire s'est contractée. Et la femme que j'avais élevée, la femme que je n'avais pas réussi à mieux élever, a réapparu. Tu es cruel. Je suis honnête, Amanda. Il y a une différence. Je sais que tu as oublié ce que c'est, mais il y a une différence. C'est à cause de Michael, n'est-ce pas? Il t'a appelé. Il t'a monté contre moi. Michael m'a appelé la nuit dernière, il a un peu pleuré, et il a dit qu'il était désolé, ce qui est plus que ce dont tu as été capable, en 5 semaines. Je ne vais pas m'excuser de vouloir ce qu'il y a de mieux pour toi. Alors, nous n'avons plus rien à nous dire. Elle m'a dévisagé. Je l'ai regardé calculer. Je l'ai regardé essayer 3 ou 4 expressions différentes, testant pour voir laquelle pourrait encore fonctionner sur moi. Larmes, colère, fille blessée, adulte raisonnable. Aucune ne convenait plus. La mère qui se serait adoucie face à n'importe laquelle d'entre elles, était partie ailleurs. La femme qui restait était une étrangère pour Amanda, et Amanda l'a finalement
Réalisé, et son visage s'est fermé comme une porte. Très bien, a-t-elle dit. Pars en France. Fais ta crise de la quarantaine avec 30 ans de retard. J'espère que ce sera tout ce dont tu as rêvé. Merci, Amanda. Je l'espère. Aussi. Elle s'est levée. Elle a marché jusqu'à la porte d'entrée. Elle l'a ouverte. Elle s'est arrêtée, me tournant le dos. Et j'ai pensé pendant une longue et douloureuse seconde, qu'elle allait se retourner et dire quelque chose de vrai. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est sortie dans la soirée de novembre, et a refermé la porte derrière elle. Et j'ai entendu la portière de la voiture de Jessica s'ouvrir et se fermer, puis le moteur, puis le silence de cette maison. Qui avait élevé mes enfants, et qui était maintenant redevenu la mienne? Rien. Qu'à moi. Je me suis assise sur le canapé, là où Amanda s'était assise. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais étrangement, comme si je venais de poser une valise, que je portais depuis 42 ans. Ma petite fille, Anna, m'a appelé le lendemain matin. Anna était l'aînée de Michael, issue de son premier mariage. 24 ans. Infirmière à Portland, la seule de mes petits-enfants, qui m'avait appelé chaque dimanche de sa vie d'adulte, sans jamais y manquer. Mamie. Papa m'a dit. Bonjour, ma chérie. Une ferme de lavande en France. Mamie, oui. Est-ce que je peux venir te rendre visite? Oh, Anna. J'ai 3 semaines de congés accumulés. Je n'ai pas pris de vacances depuis 2 ans. Est-ce que je peux venir pour Noël? Je n'ai pas pu parler pendant un moment. Mamie, tu es là. Je suis là. Oui. Oui, s'il te plaît, viens pour Noël. Viens dès que tu pourras. Je t'aime, mamie. Je veux que tu saches, que je pense que ce que tu fais, est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vu quelqu'un faire. Ce n'est pas courageux, ma puce. C'est juste tardif. Alors c'est tardif, et courageux. Les deux choses peuvent être vraies. J'ai décollé de Dublin. Mercredi matin, à la mi-novembre. L'avion s'est élevé à travers les nuages gris de la côte atlantique, et a percé jusqu'à la lumière du soleil. Et j'ai posé mon front contre le hublot, et j'ai regardé mon pays s'éloigner. Loin sous moi. Et j'ai pensé à Gérald, et j'ai pensé à la jeune fille que j'étais à 23 ans, qui voulait voir la Provence, et qui avait épousé un homme bien, à la place. Et j'ai pensé à la façon dont ces deux choses, finalement, n'avaient pas été en opposition, mais s'étaient simplement succédé. Marseille sentait le sel marin, le diesel, et quelque chose de vert que je ne pouvais pas nommer. La femme qui est venue me chercher à l'aéroport s'appelait Sylvie. C'était la fille de la néerlandaise qui m'avait vendu la ferme. Une grande femme d'une 50aine d'années, avec des avant-bras brûlés par le soleil, et un sourire qui prenait son temps. Elle m'a conduite vers le nord. Dans une Peugeot cliquetante, et le paysage a changé autour de nous. S'aplatissant en vignoble, puis s'élevant en collines de pierres ocre et de pins parasols, pour finalement plonger dans les longues et douces vallées, où la lavande poussait en rangées, qui, en juillet, allait colorer le monde entier. En violet. La ferme était exactement comme dans mes souvenirs, des volets bleus, des murs en pierre aussi épais que l'avant-bras d'un homme, une cuisine avec un évier profond et un support pour casserole en cuivre, ainsi qu'une fenêtre orientée à lait. Sylvie avait rempli le garde-manger. Il y avait du pain sur le comptoir, une bouteille de vin sur la table, et un mot écrit de la main de sa mère, qui disait « Bienvenue à la maison, mon ami ». Je ai dormi pendant 14 heures. Les jours qui ont suivi se sont façonnés autour de petites choses, marcher jusqu'au village pour acheter du pain, apprendre les noms de mes voisins, un couple plus âgé nommé Pascal et Marie-Claire, qui tenait la fromagerie. Une jeune femme nommée Lou, qui élevait des chèvres sur la colline, derrière ma ferme. Un instituteur à la retraite nommé Henri, qui parlait un excellent anglais,
et qui s'est immédiatement porté volontaire, pour m'aider avec mon terrible français. J'ai écrit des lettres, de vraies lettres, sur du papier, que j'ai posté. Depuis le bureau de poste du village, une chaque semaine à Michael, une chaque semaine à Anna, une toutes les 2 semaines à Amanda, à laquelle elle n'a pas répondu, mais que j'ai continué à écrire malgré tout, parce qu'elle n'attendait pas de réponse de sa part. C'était pour laisser une trace. Je voulais qu'il y ait une trace, écrite de ma propre main, prouvant qu'une mère n'avait pas abandonné. En décembre, Anna est arrivée. Elle est descendue du train à Avignon, vêtue d'une parka trop épaisse pour le climat provençal, et a fondu en larmes en me voyant. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre, sur le quai, pendant que les voyageurs français nous contournaient poliment. Elle est restée 3 semaines. Elle a appris à faire les feuilletés au fromage de chèvre, que Marie-Claire nous a enseigné à toutes les 2. Elle a marché dans les allées de lavande sous la brume hivernale, et a dit qu'elle sentait comme des souvenirs, même en dormance. Elle a rencontré Henri, sa femme Céline, et leur fils adulte, Julien, qui était vétérinaire, et qui regardait Anna de la même manière qu'un homme regarde une femme, à laquelle il a l'intention de penser longtemps, après son départ. Le soir du réveillon de Noël, Anna et moi avons fait un feu, et ouvert une bouteille de vin, provenant du vignoble de la famille de ma voisine Lou. Et Anna m'a regardé par-dessus le bord de son verre, et a dit, « Mamie, est-ce que je peux te dire quelque chose ? Tout ce que tu veux, ma chérie. Papa va s'en sortir. Ça lui prendra peut-être un peu de temps, mais il trouvera ses marques. Il t'aime. Je sais. Tante Amanda. Je ne sais pas ce qu'il en est pour tante Amanda. Moi non. Plus. Est-ce que ça te convient ? J'y ai réfléchi. Le feu a crépité. Dehors, une pluie d'hiver tombait sur la lavande. Un son ressemblant à la respiration de la terre entière. Il faut que ça me convienne, ai-je dit. Parce que l'alternative, ce serait de la laisser réorganiser ma vie, pour éviter l'inconfort de la sienne. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait pendant 42 ans. Je ne le fais plus. Mamie. Oui, ma chérie. Je suis fier de toi. J'ai couvert sa main avec la mienne. Sa main était jeune, chaude, et portait une petite cicatrice blanche sur la jointure, due à quelque chose qu'elle avait fait enfant, et dont je n'arrivais pas à me souvenir. J'avais passé une si grande partie de ma vie à mémoriser les petites blessures de mes enfants et de mes petits-enfants, que j'avais oublié d'en garder un peu pour moi-même. Je me suis dit qu'il était encore temps pour cela. Je n'en ai pas fini. J'ai 68 ans, et je n'en ai pas fini. En février, Amanda a envoyé un email. Il était court. Il disait, « Mère, je ne sais pas quoi dire. » J'étais en colère. Je suis toujours en colère, mais Anna m'a montré des photos, et on dirait que tu es heureuse là-bas. Je l'espère. Je ne sais pas quand je serai prête à parler. Je voulais te dire que j'ai bien reçu tes lettres. Je l'ai lu 3 fois. J'ai répondu, « Amanda, merci. Prends tout le temps dont tu as besoin. Les lettres continueront d'arriver. Je t'aime. Maman. » Elle n'a pas répondu. Mais en avril, elle a envoyé une photographie de mon petit-fils, Ryan, son fils, celui dont les frais de scolarité avaient déclenché tout cela. Il se tenait devant son dortoir à Cornell, tenant une pancarte qui disait, « Mamie, maman m'a parlé de ta ferme. Envoie de la lavande. Je t'aime. » Ris. J'ai éclaté de rire en la voyant. C'était la première fois que je riais de quelque chose envoyé par Amanda, depuis 6 mois. Le lendemain matin, j'ai fait emballer un petit bouquet de la lavande de l'année précédente dans du papier Kraft, et je l'ai fait expédier à Ithaca.
Juillet est arrivé. Les champs sont devenus violets. Anna est revenue en visite avec Julian, qui n'avait, comme je l'avais soupçonné, pas cessé de penser à elle. Michael a pris l'avion pour passer 10 jours avec ses plus jeunes enfants, et sans Teresa. Elle était restée à la maison, pour des raisons qu'il n'a pas expliquées, et sur lesquelles je n'ai posé aucune question. Il s'est tenu dans les allées de lavande au coucher du soleil, et il a pleuré. Et je lui ai tenu l'épaule, et il a dit, « Maman, je comprends, maintenant. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à comprendre. Ça t'a pris exactement le temps qu'il fallait, mon grand. Papa aurait adoré cet endroit. Papa adore cet endroit. Il le voit. J'en suis sûr. » Lors de la dernière soirée de la visite de Michael, mon téléphone a sonné. C'était Amanda. Je suis sorti sur la terrasse en pierre pour répondre. La lavande était à son apogée. L'air était si chargé de parfum, que je pouvais presque le goûter. Le soleil se couchait sur le Luberon, teignant les collines de la couleur de l'abricot et du vieux bronze. Maman. Bonjour, ma chérie. Elle pleurait. Je pouvais l'entendre à la façon dont elle respirait. Maman, je ne sais pas comment faire ça. Alors parle, tout simplement. Nous n'avons rien à faire de spécial. Parle-moi. J'ai commencé à voir un thérapeute. Michael m'a poussé à y aller, et j'ai réfléchi à des choses. À ce que tu as dit, cette nuit-là. Sur le fait d'être ma solution. J'y ai pensé pendant 8 mois, maman. Je suis contente que tu y réfléchisses. Je suis tellement désolé. J'ai fermé les yeux. L'odeur de la lavande. La pierre chaude sous mes pieds nus. La voix de ma fille, à travers les 4000 miles qui nous séparaient. Merci. Amanda. Je ne te demande pas de me pardonner, tout de suite. Je voulais juste. Je voulais te le dire. Je t'entends. Est-ce que je peux venir te rendre visite, un de ces jours? Pas pour réparer quoi que ce soit. Juste pour te voir. Quand tu seras prête. D'accord. Je suis sur là. Oui, maman. Je t'aime. Cela n'a jamais cessé. Cela n'a jamais été la question. Je sais. Maman, je crois que je le savais, même quand j'étais horrible. Je ne pensais tout simplement pas le mériter. À moins de pouvoir le gagner, en faisant quelque chose. C'est ça. Le truc avec l'amour, ma chérie. Le véritable amour. Tu ne le gagnes pas. Tu le reçois, tout simplement. Et si tu as de la chance, tu finis par apprendre. Comment l'accepter? Elle a pleuré plus fort. Je l'ai laissé faire. Après un moment, elle a dit « Bonne nuit ». Et j'ai répondu « Bonne nuit ». Et je suis resté sur la terrasse. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus de la vallée, où ma grand-mère était née. Et j'ai pensé à la femme qui s'était tenue devant la fenêtre de sa cuisine, il y a 8 mois, regardant un cardinal sur une mangeoire, construite par son mari. Et j'ai pensé à la façon dont cette femme ne savait pas vraiment ce qu'elle était sur le point de faire. Mais elle l'avait fait. Elle l'avait fait, malgré tout. Si vous avez traversé une épreuve de ce genre, ou si vous êtes en plein dedans, en ce moment même, je veux que vous m'écoutiez. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous n'êtes pas une banque. Vous n'êtes pas la punition que les personnes que vous aimez s'infligent à elles-mêmes pour leur propre choix. Vous êtes une femme à part entière, avec toute une vie à elle, qui l'attend encore. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et ce que vous feriez, si vous aviez une ferme de lavande qui vous attendait,
quelque part. Et si cette histoire vous a trouvé au bon moment, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a 2 autres histoires que j'ai envie de vous raconter. À très bientôt.